Bonjour Philippe Girard. Bonjour. Vous êtes professeur d'université et directeur de l'IUFM d'Aquitaine. Le nouveau président de la République, François Hollande, lors de la campagne électorale, a souhaité ressusciter les IUFM après que l'État leur ait retiré la plupart de leurs prérogatives. Mais tout d'abord, quels étaient les principes prévus par la loi Jospin en 89 qui ont présidé à la création des IUFM en 91? Tout à fait. Donc, il faut se rappeler, je crois qu'il est important de remettre dans ce contexte historique. Donc, l'objectif initial, c'était de pouvoir rapprocher dans un même établissement la formation des enseignants du premier degré et la formation des enseignants du second degré. Cette formation des enseignants du premier degré se faisait au sein des écoles normales. Les enseignants du second degré étaient formés à l'université, donc préparaient des concours. Il y avait également un besoin de revalorisation des enseignants, des instituteurs, de façon à en faire des professeurs des écoles. Donc on crée des IUFM, un seul établissement dans lequel on forme enseignants du premier degré, enseignants du second degré, mais on intègre également la formation continue. Donc voilà, ça c'est la création des IUFM dans les années 90 et l'histoire nous amène peut-être jusqu'à aujourd'hui avec des périodes plus ou moins troublées d'installation de ces institutions qui se font un peu dans la douleur, il faut être honnête, puisqu'elles se font un peu contre l'avis de l'université, puisqu'on prend à l'université la formation des enseignants du second degré, on supprime des écoles normales, institutions historiques dont la République était particulièrement fière, et on enlève également la formation continue au niveau des MAFPEN, au niveau des rectorats. Donc tout ceci doit se créer, et les IUFM ont passé à peu près une dizaine d'années, on va dire, pour trouver des équilibres entre l'ensemble de ces acteurs-là. Alors justement, ces principes, dès le départ, portaient-ils en germe les critiques qui ont été faites, et je ne pourrais que citer Laurent Schwartz, qui dès le début prédit avec ce mode de recrutement que l'enseignement secondaire sera mené à un désastre. Le mot est catastrophique. Ah, tout à fait. Alors ça, c'est le vieux combat, mais qui a perduré et qui existe encore, hein, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais entre, on va dire, ce qu'on appelle la pédagogie, le disciplinaire, c'est cette tension-là. Et la crainte que l'enseignement disciplinaire passerait second et que la pédagogie, c'est plutôt ce qui est destiné, on va dire, aux enseignants du premier degré, serait premier. Et on a vu tout un tas de campagnes sur ce pédagogisme, je dirais, qui était une des grandes critiques des IUFM. À juste titre, et je dois le dire, hein, c'est effectivement les IUFM ont essayé de trouver leur place. Les sciences de l'éducation ont eu un pas très très important au niveau donc, de la création de ces institutions. Mais l'IUFM, 20 ans aujourd'hui, ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, ces tensions-là n'existent plus. Et au sein des IUFM, il n'existe plus ces tensions. Donc on ne peut plus accuser les IUFM, on ne pouvait pas les accuser de pédagogisme. On parle de moins en moins de pédagogie, peut-être malheureusement aujourd'hui. On parle de plus en plus de didactique, c'est-à-dire comment enseigner une discipline et comment permettre dans cet enseignement de discipline, de tenir compte de l'élève. Et je crois que c'est aujourd'hui la préoccupation première. Alors, avant de revenir à la situation aujourd'hui, parlons de ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. La masterisation voulue par le gouvernement précédent impose le master pour se présenter au concours de recrutement. Mais simultanément, on supprime l'année de stage. Comment est vécue cette évolution dans les IUFM, ce d'autant plus que d'emblée, elle est condamnée par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. On a même dit qu'on avait supprimé les IUFM, puisqu'on pouvait se promener dans un certain endroit, on disait, mais il y a encore des IUFM. Oui, d'abord, je voudrais affirmer qu'il y a toujours des IUFM. Il y en a 32, certes, avec un statut aujourd'hui différent au sein de l'université. Alors la volonté, c'était une volonté de revalorisation de la formation des enseignants. Donc c'est dans le cadre des accords de Bologne, on décide que dorénavant, en Europe, tous les enseignants doivent avoir un niveau master pour pouvoir être formés. Et les grandes questions ont été de dire, mais quel type de master? Est-ce qu'on fait des masters à finalité recherche, des masters à finalité professionnelle? Est-ce qu'on le fait au sein de l'université? Et comment mettons au niveau master des professeurs des écoles? Alors ça, c'était les grandes questions et c'était le grand défi qui a dû être relevé. Mais il était possible, de masteriser, c'est-à-dire d'exiger le master comme niveau universitaire pour présenter les concours, mais de simultanément conserver l'année de formation. Voilà, on aurait pu faire ça, on aurait même pu aller plus loin, c'est-à-dire ne rien toucher aux IUFM et considérer que la réussite au concours valait le grade de master, comme pour les écoles d'ingénieurs typiquement, et sans exiger, on fait le diplôme de master. Et on a souhaité garantir ce diplôme de master. Et là, on est rentré dans on va dire, une sorte d'opposition, d'affrontement, où dans la même année, il fallait que les étudiants à la fois réussissent le concours, réussissent le master, et en même temps se forment professionnellement, puisque, je rappelle, dans le cadre de la réforme de la masterisation,
les enseignants deviennent fonctionnaires stagiaires et sont en pleine responsabilité l'année d'après. Donc ces tensions-là ont fait que, peut-être pour des raisons économiques, on pourra peut-être le détailler, qu'en fin de compte, il y a eu tension très forte entre réussir le concours, délivrer de véritables masters et continuer à assurer une formation professionnelle de ces élèves, parce que je rappelle, ce ne sont pas simplement des étudiants qui réussissent un master ou qui réussissent un concours, mais ce sont bien des gens qui doivent construire une professionnalité de façon à exercer dans la classe. Alors une autre question est posée dans la situation de vie aujourd'hui des IUFM. Est-ce qu'on peut être assuré que l'égalité de formation est assurée en France, et en particulier l'égalité dans les compétences professionnelles sur tous les territoires? Deuxième question, quel a été l'effet dans les classes de cette suppression de l'année de formation des enseignants? Et j'ajoute, est-ce que l'exigence d'un niveau master a eu des effets bénéfiques? Alors, le grand problème de la masterisation, c'est qu'on est passé, on va dire, d'un cahier des charges national avec la même formation pour tous, donc dans le cadre des valeurs et des principes même de l'éducation nationale, Donc de l'égalité. Et donc de l'égalité, au fait que chaque formation, les UFM est intégrée au niveau des universités, en fait, l'autonomie des universités fait que chaque université délivre le diplôme qu'il veut dans le cadre d'une campagne d'habilitation quand même nationale. Et donc il y a quand même des bornes, il y a quand même des limites. Donc dans ce cadre-là, le problème c'est que c'est dans un rapport local que s'est instaurée la formation des enseignants et donc la délivrance de ces fameux masters, métiers de l'enseignement et de la formation. Et les réalités locales sont très très différentes. Donc aujourd'hui, on ne peut pas garantir qu'un enseignant de mathématiques, de physique ou un professeur des écoles a la même formation quel que soit l'endroit où il est sur le territoire. Alors sur un professeur des écoles, à la limite, c'est un recrutement académique, donc on pourrait se dire qu'au sein d'une même académie, les enseignants sont formés de la même façon. Ce qui n'est pas vrai parce qu'il y a des mobilités entre académies, donc ça ne marche pas. Pour le second degré, c'est très très différent, puisque le seul élément en fait, on va dire, qui permet de garantir, entre guillemets, à peu près les mêmes conditions, c'est la réussite au concours. Mais les masters sont complètement différents. Il y a des académies où les étudiants ont un stage en responsabilité dans une classe et d'autres académies où ils n'en ont pas. Donc on est vraiment sur une diversité aujourd'hui très très importante d'un point de vue territorial de la formation des enseignants. Est-ce que l'exigence d'un master pour présenter les concours n'a pas également eu pour effet une réduction forte du nombre de jeunes passant ces concours? Alors, en termes de la masterisation fait, avant on exigeait un niveau licence, maintenant on exige un niveau master, c'est bac plus 5 et 2 années de plus. Donc on aurait pu penser qu'il y aurait une revalorisation salariale forte et donc un élément attractif et important. Il n'en est rien. Certes, les premières années ont été légèrement revalorisées, je crois que c'est 15% à peu près, ou 18%, j'ai plus le chiffre exact, mais en réalité ça correspond à un ou deux échelons, donc c'est très très faible. Et donc ça n'a pas eu cet effet attractif, au contraire, puisque maintenant on exigeant un niveau universitaire supérieur, donc nombre d'étudiants ne souhaitent pas aller vers ce genre de formation. Et l'endroit où c'est le plus catastrophique, c'est pour les disciplines techniques et professionnelles. C'est là où c'est le plus difficile. Et aujourd'hui, on a quasiment plus d'étudiants qui s'orientent vers ces formations-là. Or, quand on parle aujourd'hui du redressement productif, ou quand on dit que la filière lycée professionnel doit être une filière aussi d'orientation très très forte, on a de quoi être inquiet sur la qualité des enseignants que nous aurons demain. Bon, alors aujourd'hui, Vincent Payon est chargé de mettre en place une vaste réforme du système de formation des enseignants et ça doit être mis en œuvre avant la rentrée 2013. Est-ce qu'on peut dire que l'opposition entre pédagogie et discipline est encore au cœur du débat? J'ai lu là récemment, ESPE, c'est École supérieure du professorat et de l'éducation, mais d'autres y voient l'École supérieure de la pédagogie et de l'éducation. Ouais. Alors ça, c'est toute la tension c'est historique. Donc, oui. Je crois que c'est un débat qui peut être intéressant, mais c'est bien École supérieure du professorat et de l'éducation. Et si on le met comme ça, c'est parce que l'on souhaite, et je crois que c'est la volonté politique là-dessus, c'est de bien insérer ces écoles au sein de l'université, d'en faire de véritables écoles universitaires et professionnelles. Donc arrêtons de parler de pédagogisme. La pédagogie est un des éléments de construction de la professionnalité enseignante. Ce n'en est qu'un élément. Il y a des aspects didactiques dont j'ai parlé tout à l'heure, mais il y a aussi tous les savoirs disciplinaires. Et aujourd'hui, on ne peut former un enseignant, et les conditions qui sont nécessaires, c'est bien des connaissances disciplinaires. Plus difficile pour les professeurs des écoles, puisque c'est 13 disciplines enseignées. Donc on doit garantir ces connaissances disciplinaires, mais ça ne suffit pas.
il faut aussi permettre à ces étudiants-là de devenir professeurs, c'est-à-dire être capable de transmettre ces savoirs, c'est la didactique, et de tenir compte, en fin de compte, de l'environnement, de l'élève, de la classe, et c'est de la pédagogie. Alors, ce sont bien ces trois volets-là qui sont fondamentaux.